J'ai cette croyance qu'on est plus beau de ses fêlures, qu'on est plus fort des épreuves qu'on a reçues. Et quelque part, ce qui nous a fragilisés nous permet d'aller au plus profond de nous-mêmes et d'être le plus en lien possible avec qui nous sommes vraiment, quoi. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Bienvenue dans les replays de l'été. Pour ce premier replay, je vous fais découvrir ou redécouvrir Constance Hamel. Lorsque j'ai rencontré Constance pour cette interview il y a 3 ans, j'avais été très touchée par son parcours, mais aussi par la force de vie qui émanait d'elle. L'hôpital, la peur du diagnostic, la peur de la mort, elle a connu tout cela. Pas pour elle, non, mais pour son fils Martin, qui avait été touché par un grave cancer à peine 20 ans. De cette expérience pendant laquelle Constance n'a jamais cessé de se battre, jamais cessé de vouloir mettre des paillettes dans les yeux de son fils, Constance est devenue coach santé. Ça, c'était au moment de notre enregistrement en 2019. Au moment où je vous parle, Constance est toujours coach santé et son fils vient de célébrer sa sortie de rémission pour être désormais considéré comme guéri. Au moment où je vous parle, Constance est aussi devenue ma prof de Kundalini Yoga. Dans quelques jours, je vous ferai découvrir une série enregistrée lors de mon stage de Kundalini Yoga avec Constance début juin. Alors, j'ai pensé que cet épisode vous permettrait de refaire connaissance avec cette belle femme. Avec Constance, dans cet entretien, nous allons parler d'une carrière dans le monde de la mode, d'une vie qui bascule à l'annonce d'un diagnostic, puis finalement redémarre autrement. Et nous allons aussi parler d'espoir, ce fil, parfois ténu, mais vital. Bonjour Constance, bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, merci pour ton accueil. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Je suis donc Constance Hamel, j'ai 48 ans. J'ai 3 enfants et je suis coach santé. Eh bien justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est un nouveau métier. D'ailleurs, moi, je l'ai découvert par toi. On m'a fait connaissance sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. Et puis, tu m'as parlé de ce métier de coach santé qui est très intéressant, notamment pour les personnes qui sont en maladie grave ou maladie de longue durée. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment, déjà, dans ton parcours, tu es venu à ce métier-là il y a quelques années. Je crois que tu étais quand même dans un monde très éloigné du coaching et de la santé. Oui, plus éloigné, il n'y a pas. J'ai longtemps travaillé, j'ai travaillé pendant 25 ans dans la mode. En parallèle de ça, j'ai toujours été passionnée par le développement personnel. J'ai toujours lu énormément de livres de développement sur la psychogénéalogie, sur la psychologie, sur le couple. Et puis, la vie m'a envoyé quelques épreuves, comme beaucoup de monde, j'imagine, qui nous écoute. À plusieurs reprises, pendant mon parcours professionnel, je me disais, en fait, je serais mieux coach parce que j'adore accompagner les gens, parce que j'adore cheminer sur le sens de la vie avec les uns et les autres. Et voilà. Et ben justement, tu vois, je voulais qu'on reprenne un petit peu les choses étape par étape parce que malgré tout, tu y as passé 25 années dans ce monde de la mode et de la chaussure, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui t'a fait te diriger vers ce monde-là alors que tu avais, semble-t-il, depuis assez jeune, des aspirations plus de développement personnel et de cheminement spirituel? Oui, alors ça, c'est a posteriori que je me rends compte que depuis toute mon enfance, en fait, depuis le début quasiment de ma vie, j'ai toujours été en observation des autres. Je me souviens quand j'étais dans le tramway pour aller à l'école,
J'imaginais l'animal qui pouvait être dans les gens, j'imaginais la vie qu'ils avaient, leur maison, etc. Et c'est maintenant en fait que je me rends compte que j'ai toujours observé les autres. Après, j'ai été élevée dans le nord de la France, dans le milieu du textile. J'avais des parents commerçants et entrepreneurs dans la mode, et quelque part voilà, c'était la voie normale de faire une école de commerce. D'ailleurs non, c'était pas la voie normale puisque je rêvais d'être inspecteur de police quand j'étais en terminale. Inspecteur de police, qu'est-ce qui à l'époque te donnait envie de devenir inspecteur de police? Parce qu'on est à la fois loin, me semble-t-il, du développement personnel et de la mode. Bah pas si loin que ça du développement personnel, parce que quand on est inspecteur de police, on est en lien avec des gens qui vont pas bien, soit parce qu'ils ont vécu un traumatisme, soit parce qu'ils ont commis un traumatisme à des gens. Donc ma mère m'a dit, c'est hors de question, tu vas faire une école de commerce comme tout le monde. Ce que j'ai fait, et comme mes parents recevaient le journal du textile comme hebdomadaire, j'ai répondu à des annonces, et puis j'ai trouvé mon premier job chez un fabricant d'accessoires de mode qui fabriquait en France. Là, j'étais super fière de permettre à un village de survivre dans le fin fond du Lot-et-Garonne. Et puis, la fabrication française dans les années 90, c'était quand même assez compliqué. C'était trop cher pour les entreprises qui commençaient à délocaliser. Donc, je suis devenue acheteuse. Et puis très vite, comme ça fonctionnait très bien, on m'a mis sur la chaussure. Et la chaussure, c'est un monde humainement très intéressant, parce que très compliqué. C'est un monde de gens qui sont passionnés par la matière, par le cuir, par les formes, par la féminité, par la sensualité aussi. Mais c'est aussi des gens qui sont passionnés par l'argent. Et donc, ça faisait des gens, en tout cas moi, en tant qu'acheteuse, j'étais passionnée par les profils des gens que je rencontrais, qui étaient très divers, très variés. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, tu avais quand même ce fil conducteur depuis toujours. Toi, en fait, ce qui te faisait vibrer dans ces métiers-là, c'était ce contact avec les autres. Exactement. Et d'ailleurs, dans mon dernier job où là, je travaillais dans le luxe, là, j'ai été mais vraiment très très frustrée parce que dans le monde du luxe, les gens portent des masques. Et mon enjeu à chaque rendez-vous, c'était d'obtenir une information sur leur vie perso de mes interlocuteurs. Et donc je me suis vraiment pas retrouvée là-dedans, parce que moi qui étais en quête d'authenticité, j'étais vraiment très frustrée, quoi. Et comment justement tu vivais ça? C'est-à-dire que on voit bien que d'un côté tu étais dans une recherche personnelle, et de l'autre, t'étais quand même dans un monde de pur business. J'étais très malheureuse, à sans doute à m'en casser la jambe à un moment et à me dire mais c'est pas possible, je suis pas à ma place. Et après, mon tempérament pendant 30 ans, à la fois très entreprenante avec l'envie de changer le monde et avec une énergie de mais si nous on va faire un truc ça va être génial, etc. Et en même temps de regarder les autres en me disant mais parfois ils ont rien compris, quoi, au sens de la vie. Donc j'étais pas toujours très en phase avec les gens avec lesquels je communiquais, et je pouvais leur signifier assez vigoureusement. J'étais capable de transmettre une énergie super positive et en même temps rejet total, quoi. Donc tu dénotais quand même dans ce monde là, dans le monde de l'entreprise où c'est un peu plutôt lycée, et encore plus j'imagine dans le monde du luxe. Je te confirme. Alors, dans la start-up, c'est l'endroit où j'ai le plus la possibilité de m'exprimer, dans qui j'étais vraiment, donc avec l'élan d'énergie, avec la joie. Enfin, on a eu la chance de participer au démarrage de la vente de chaussures sur Internet. C'était chouette. C'était un peu une épopée, quoi. C'était et une aventure humaine, parce que l'équipe, quand j'ai intégré la société, on était 8. Quand je l'ai quittée, on était 250. Mais donc là, lorsque tu étais dans cette start-up, tu as réussi finalement à t'épanouir et à être celle que tu étais véritablement, avec toute cette énergie parfois débordante. En revanche, ça a été plus compliqué quand tu es arrivé dans le monde du luxe. Et est-ce que c'est à ce moment-là où tu as commencé vraiment à sentir que voilà, tu rentrais plus dans ce costume-là, quoi? C'est exactement ça. Alors, sur la fin de la start-up, quand le marché s'est un peu stabilisé et que tout le monde a commencé à être un peu plus stressé, et qu'il a commencé à avoir des codes que j'appelais les 4P, la politique, le PowerPoint, tout ça. Là, je me suis plus reconnue là-dedans. Donc je suis partie et je me suis dit, une des parties du monde de la chaussure que je ne connais pas, c'est le luxe. Je vais aller l'expérimenter. Et là, très vite, je ne me suis pas reconnue. Le premier jour, quand j'ai démarré, ma boss m'a dit, j'expliquais dans ma présentation que je venais parce qu'une des personnes de l'équipe
qui était là. Elle était un peu un modèle pour moi de féminité, d'exemplarité, dans le métier, de souplesse, etc. Et ma boss m'a retenue et m'a dit, non, tu parles jamais comme ça en public. Et là, je me suis dit, oula. Ah bon? Ouais. Et j'arrivais le matin, je me suis dit, je suis pas à ma place. T'es restée combien de temps, là? Je suis restée 2 ans et en fait, le déclencheur de mon départ, c'est que je me suis cassé la jambe au sport d'hiver, que j'ai dû être opérée et je me suis dit, voilà, c'est encore un signe de la vie que je suis pas à ma place. Donc là, à ce moment-là, donc tu te dis, ça y est, en fait, je suis allée au bout de cette expérience-là avec ce monde. Non, j'ai encore eu une expérience. Donc là, je suis rentrée dans une petite structure. J'avais deux objectifs. Le premier, c'était de recruter des personnes. Je me suis retrouvée face à des gens qui n'avaient pas forcément le profil de la bonne vendeuse ou de la bonne responsable de boutique, c'est-à-dire qui n'étaient pas forcément hyper jolies ou pas forcément hyper dans les codes, habillées en noir, dans l'apparence, quoi. Mes employeurs m'avaient dit, bon là, telle personne, faut pas la garder, faut pas la garder, faut pas la garder. Et en fait, c'est des personnes qui se sont révélées être de super vendeuses, quoi, par la suite. Et j'étais assez contente de moi. Et le deuxième enjeu, c'était d'organiser une formation pour tous les vendeurs. Et là, pendant 3 jours, en fait, je disais aux gens, mais si quelqu'un rentre dans une boutique aujourd'hui, alors qu'elle peut vendre, elle peut acheter tous ses produits par Internet, c'est qu'elle vient chercher du lien. Donc, il faut que vous lui donniez, quoi. Vraiment pour sensibiliser chacun à, ok, il y a des objectifs de chiffres, ok, il y a tout ça, mais il y a surtout le lien. Donc quand même, t'avais encore une fois, dans cette expérience-là, cette dimension humaine qui fait profondément partie de toi, quoi. Et que t'arrivais, même dans ce monde du business, à remettre en avant, quoi. Jusqu'au jour où malheureusement, ton fils Martin tombe malade, gravement malade. Ouais. Quel âge avait-il? Il avait 19 ans. Il avait, ce qu'on a su après, un rhabdomyosarcome avec une tumeur de 17 cm dans la jambe. J'imagine que ça vous est tombé dessus hyper brutalement. Enfin, comment toi tu as appris qu'il était malade? 1 mois avant, il était venu passer le week-end à la maison. On avait fait la fête tout le week-end parce que chez nous, il y avait un bon esprit de fête où les amis de mes enfants, les miens venaient. Et il y avait un espèce de brassage intergénérationnel en permanence. Et donc, on avait fait une fête à la maison 1 mois avant et il était bien. Tout allait bien. Et le 2 décembre 2016, il est revenu passer un week-end chez moi en me disant, maman, regarde, j'ai une bosse dans la jambe. Et tout le week-end, je l'invitais à aller aux urgences. Et à l'époque, il était en plein partiel. Il pouvait pas imaginer qu'il avait quelque chose de si grave. Bien sûr. Et donc, il a refusé, puisqu'il révisait ses partiels. Et je lui ai fait promettre, il était étudiant à Lille, je lui ai fait promettre de faire des examens, d'aller voir un médecin dans la semaine. Et tous les jours, je l'ai pas lâché. Et le vendredi soir à 18h, il avait fait tous les examens et il m'a appelé, mais comme dans un film. Il m'a appelé, il me dit, maman, j'ai une tumeur. Et là, j'ai commencé par éclater de rire en me disant, arrête de déconner, dis-moi ce que tu as vraiment. Et il m'a dit, maman, je suis sérieux, j'ai une tumeur. Et donc là, j'ai appelé le médecin qui avait fait l'IRM et qui m'a fait confirmer que c'était grave, que c'était une tumeur. Et là... Ah oui, donc là, en fait, du jour au lendemain, ta vie et évidemment celle de Martin bascule dans une autre dimension. Ouais, je pense que celle de Martin, je sais pas si elle a basculé vraiment à ce moment-là. Je pense qu'il y a eu un temps de sidération. Il n'a pas cru. Enfin, comme s'il y avait eu un peu de déni dans sa tête. Il y croyait pas. Parce que là, le mot de cancer n'était pas encore posé. On avait parlé de tumeur. On t'avait alerté sur certainement la gravité de cette tumeur, mais le diagnostic n'était pas encore complètement posé. Non, c'est un ami médecin, en fait, qui est allé voir Martin, en qui Martin a confiance, qui a vu l'IRM et qui m'a dit, oui, c'est nécrosé, oui, c'est cancéreux et prépare-toi au pire. Voilà. Et en fait, c'est cette phrase qui a été horrible, qui m'a donné l'élan, en fait, de bouger et de tout mettre en œuvre après pour que il soit soigné par les meilleurs médecins, et en tout cas par meilleur médecin, j'entends un médecin qui sache se faire comprendre de lui et qui sache lui parler, qu'il bénéficie de tous les traitements autour pour cheminer intérieurement, pour apaiser sa douleur, des thérapies autour du traitement médical. Et 3, qu'il ait des projets à court, à moyen et long terme, et 4, qu'il ait des paillettes dans les yeux quand il se lève le matin, et que le fait qu'il ait des paillettes dans les yeux quand il se lève le matin lui donne envie de vivre cette journée-là, puis la suivante, et puis... En fait, ce qui est étonnant, c'est que dès l'annonce, même avant même l'annonce du diagnostic, cette énergie que tu as, dont on a déjà parlé tout à l'heure, parfois débordante, en fait, elle se met
ça se met en action immédiatement. A posteriori, oui, c'était surprenant. J'avais à la fois des temps d'effondrement total, où je pleurais toutes les larmes de mon corps, voilà, et en même temps, une fois que j'avais bien pleuré, pouf, ça repartait, quoi. Est-ce que c'était une façon pour toi justement de combattre la situation et de tenir? Je sais pas. Je me l'explique pas, je pense que c'était un instinct de survie, et mon instinct de survie à ce moment-là, c'était de tout mettre en œuvre pour que mon fils ait envie de vivre. Tu vas nous l'expliquer, mais en fait, la tumeur cancéreuse de Martin était très grave. Ah oui, c'était 6 mois plus tard, on a appris que c'était stade 4, ce que les médecins nous ont jamais dit, à tort ou à raison. En tout cas, dans notre cas, c'était très positif de ne pas le savoir. 1 mois après que la tumeur ait été diagnostiquée, il y avait déjà 5 métastases dans les poumons, puis le mois d'après, il y en avait 10. Donc l'enjeu n'était plus de sauver sa jambe, mais de sauver sa vie. Donc là, toi, en tant que maman, toute ton énergie est dévouée à rendre cette expérience la moins douloureuse possible. Mais du coup, tu es encore dans ce nouveau job aussi. Comment t'arrives à tenir de front cette immense épreuve et puis le quotidien? Je crois que tu as 2 filles également. Enfin, voilà. Alors, il y a une phrase qui m'a fait tenir, c'est « tout est possible ». Et ce même médecin qui m'a dit il y a 2% de survie à la maladie de ton fils, mais il peut être dans les 2%. Ben, ça a été mon credo tout le temps. Pour qu'il soit dans les 2%, moi on me disait il faut que toi tu sois bien. Mais en fait, moi j'étais pas bien du tout. Je dormais très peu, je pleurais tout le temps, je mangeais rien. Je tenais par mes copines et mes amies voisines qui se sont merveilleusement occupées de moi. Et après, effectivement, mon ex-mari était très présent pour ses enfants aussi, pour Martin. Et on a été très complémentaires, mais on faisait pas les mêmes choses. C'est-à-dire que lui, il s'occupait de la relation avec les médecins, du traitement médical, etc. Moi, je m'occupais de tout le reste. C'est-à-dire d'organiser des soirées, des grosses soirées, Vous continuiez à faire la fête? La veille du traitement de la chimio, on était 95 à la maison, déguisés en super-héros, pour niquer Étienne, la tumeur, en l'occurrence, oui. J'avais été en contact avec son école, et j'étais en contact avec son école quasiment toutes les semaines, voire tous les 2-3 jours, pour informer le directeur de l'école, le directeur des programmes, de la santé de Martin, et parce que la vie sociale de Martin à ce moment-là, c'était l'école. Et donc après qu'il ait été amputé, son école, l'IESEG, a affrété un bus pour faire une boum entre 14h et 19h avec les élèves de sa classe, le directeur des programmes, etc. Et tout ça, c'est des petites choses, mais c'est juste énorme, parce que dans les moments où il était... À ce moment-là, il était en centre de rééducation. Je suis allée le chercher. Il a fait la fête toute la journée. Il est reparti, mais reparti bourré de paillettes. Après, c'était le mettre en lien avec des thérapeutes. Donc, il a vu une hypnotiseur très régulièrement. Moi-même, je l'ai vu, la même hypnotiseur, pour m'occuper de moi aussi. Il a vu des magnétiseurs aussi pour apaiser la douleur, et notamment entre les chimios, où on se rendait compte que la chimio fonctionnait pas et la tumeur continuait à grossir. Parce que la chimio, ça a été le premier des traitements qui a été décidé quand la tumeur a été détectée. Ouais, le premier des traitements. Avant l'amputation. C'est ça. L'idée, c'était de faire une chimio pendant 3 mois, de faire régresser la tumeur, de pouvoir enlever la tumeur et donc de sauver la jambe. Sauf que les métastases progressaient très vite dans les poumons. Et qu'à un moment, pour sauver la vie de Martin, il fallait amputer la jambe. Combien de temps après le diagnostic? La tumeur a été découverte le 9 décembre. Le diagnostic a été posé le 22 décembre. Le cathéter pour la chimio a été posé le 23 décembre. La chimio a démarré le 28 décembre. Et il a été amputé de la jambe le 31 janvier. Ok, donc là, les médecins ont agi hyper vite. Alors, ils ont agi hyper vite, mais grâce aussi à l'intervention du père de Martin. Parce que tout le monde sait qu'un cancer chez un jeune, ça se développe très vite. On a vu au bout de 3 jours un médecin qui nous a dit vous restez dans le coin pour faire une biopsie dans les 2 jours. Et en fait, il y a eu un problème de communication entre ce médecin et le service de radio. Et le lendemain, on n'avait pas de nouvelles. Et le père de Martin est allé se rendre à l'hôpital, au service des radios, pour dire quand est prévue la biopsie de Martin Leferrand. Et en fait, elle était prévue le 31 janvier. Et donc, si on avait attendu ces 2 mois, mais il serait mort. Et donc, cette intervention-là du père de Martin qui m'a dit, écoute Constance, on va faire un truc que tu vas pas aimer, mais demain, à 7h,
on va faire un sit-in au service de radio pour que Martin puisse bénéficier d'une biopsie. Et cet acte-là, il est quand même très fort. Oui, la médecine fait ce qu'elle peut, mais parfois, il y a des bugs. Et en fait, notre santé, elle nous appartient, quoi. Cette prise en main-là, à ce moment-là, elle a été vraiment très précieuse. Donc, ça montre bien combien il faut pas hésiter, être parfois acteur, même si évidemment, on a tendance à penser que les médecins sont tout puissants et puis ils ont toutes les réponses, mais en fait, en tant que malade, et même l'entourage du malade, la preuve peut agir. Oui, et clairement, et c'était douloureux de voir le médecin. Le médecin était furax. Et je lui dis, je suis désolée, docteur, mais vous en faites tous les jours. Nous, on en a qu'une. Et donc, il faut que ce soit fait rapidement. Vous savez qu'à cet âge-là, tout va vite. Il y a un mois, la tumeur n'existait pas. Donc, on sait qu'il faut que la biopsie soit faite d'urgence. Et du coup, ça a été fait. Puis après, on l'a plus revu, ce médecin, et tout s'est bien passé. Mais heureusement qu'il y a eu cette intervention-là, oui. Du coup, évidemment, tous ces traitements, ces opérations, tout ça dure plusieurs mois. Comment tu gères ta vie pro dans ce nouveau job dans lequel t'étais d'abord, je suis allée voir mon médecin qui m'a mise en arrêt et qui m'a d'emblée proposé des antidépresseurs, d'ailleurs, que j'ai refusé. Et en fait, très vite, mon employeur m'a dit, écoute, ça va être long, ça va être compliqué, le mieux c'est qu'on te propose une rupture conventionnelle. Que j'ai accepté parce que de toute façon, à ce moment-là, j'étais totalement démunie. Mais je me disais que si mon fils devait vivre, je devais tout mettre en œuvre et être disponible pour lui et pour ses sœurs, autant que faire se peut. Et s'il devait quitter ce monde, je pouvais pas me dire que j'avais une réunion et que j'aurais pas été là dans les derniers mois ou dans les derniers jours, quoi. Donc, c'était pas pensable, c'était pas envisageable. Donc j'ai arrêté de bosser. Donc là, tu t'es vraiment consacrée pendant plusieurs mois entièrement à Martin, à ta famille. Oui, et en même temps très vite parce que je peux pas rester et puis que j'avais besoin de projets et du positif et de peut-être sans doute donner du sens à ce qu'on vivait. Je me suis dit que cet accompagnement pour les gens qui étaient seuls face au cancer, face à la maladie, ça devait être terrible. Je me suis dit, je veux que tous les gens qui sont face à la maladie puissent bénéficier d'un soutien humain et d'un accompagnement pour cheminer, pour accueillir la maladie, pour apprendre à l'accepter, parce que c'est un apprentissage et que ça se fait pas du jour au lendemain, et que quand on l'accepte, on la vit différemment. C'est là, qu'est-ce que j'en fais? Et on peut commencer à créer quelque chose de nouveau dans sa vie. Donc en fait, la maladie de Martin t'a permis de réfléchir à ton projet pro et de revenir à ta source en fait, ce qui a priori t'animait depuis toujours. Est-ce que tu te rends compte que ça peut être un métier? Est-ce que tu mets un mot sur le nom de ce métier? Est-ce que tu rencontres des personnes qui font ça? Non, pas du tout. Je me dis, j'ai été manager. J'ai accompagné plusieurs personnes dans la maladie, mon père vers sa mort, et pour le coup, je l'ai rencontré grâce à sa maladie, mon père. Je pense que je ne le connaissais pas avant, et on a vraiment été en lien les 4 ans de sa maladie. J'étais en train d'accompagner mon fils vers sa vie, vers sa nouvelle vie, et je me suis dit, en fait, je vais communiquer sur tous les moyens de prendre sa vie en main, sa maladie en main. Je vais créer un site internet, je vais créer une association, je vais raconter notre histoire. Et donc, je suis passée par la création d'une association en me disant, je vais interviewer tous les gens qui sont dans l'écosystème du malade, à savoir les médecins, à savoir les infirmières, à savoir les aides-soignantes, les malades, les aidants, les associations et les thérapeutes, bien sûr, et qui contribuent au bien-être, que ce soit l'alimentation, que ce soit la méditation, la spiritualité, le sens de la maladie, le questionnement du sens de la maladie, pourquoi ça m'arrive, pourquoi maintenant, qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec tout ce qui est mon univers aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de laisser et qu'est-ce que j'ai envie de construire avec la personne que je suis aujourd'hui, amputée, avec un physique différent, fatiguée, etc. C'est ça, en fait, il y a aussi cette dimension. Là, on prend le cas de Martin, mais c'est vrai pour beaucoup de malades, c'est qu'en fait, la vie après la maladie est différente parce que on peut être diminué physiquement. Il y a quelques séquelles avec lesquelles il faut vivre. Et ça, c'était une dimension de cette mission. J'ai donné le nom de Kintsugi à l'association. Le Kintsugi, donc, c'est un art japonais qui répond à une philosophie de la reconstruction quelque part, mais qui au départ c'est l'art de réparer des céramiques cassées. Au Japon, quand une céramique est cassée, plutôt que de la jeter, on récupère les morceaux, donc un peu la personne qu'on est quand on vient de se prendre la claque de la maladie, et petit à petit, on va récupérer les morceaux,
on va reconstruire le vase et le recoller avec une poudre saupoudrée d'or. Et cet or, quelque part, va embellir l'objet. Donc on garde l'histoire passée, on construit quelque chose de nouveau qui est plus fort, puisque la fêlure, la réparation devient incassable. J'ai cette croyance qu'on est plus beau de ces fêlures, qu'on est plus fort des épreuves qu'on a reçues. Et quelque part, ce qui nous a fragilisés nous permet d'aller au plus profond de nous-mêmes et d'être le plus en lien possible avec qui nous sommes vraiment, quoi. C'est comme ça qu'est née cette association, la Vikinsuki. Donc ça, c'était pendant les traitements de Martin. Ouais. Martin, aujourd'hui, il va bien. Il est en rémission complète. Il est en 4e année. Il entre en 4e année à l'IESEG. Et il est en rémission depuis le 11 janvier 2018. Donc le dur de la maladie a vraiment duré 13 mois. Ok, donc en fait, ça a été une année entière de traitement et c'est magnifique. Il fait partie des 2% qui se sont sortis et qui sont en rémission. Je crois au miracle. Je crois que tout est possible. Et je pense qu'à un moment dans sa vie, quand il a entendu qu'il n'y avait pas de traitement, qu'on ne pouvait pas, que ce serait très compliqué, je pense qu'il y a quelque chose qui a bougé en lui. Alors déjà parce que j'ai cette croyance et c'est la base de l'accompagnement du coach santé, c'est que le corps est en lien direct avec l'esprit et le cœur, et donc l'inconscient, le cœur et le corps, que nos réactions physiques et que nos douleurs sont en lien avec nos ressentis et nos émotions, et que donc à ce moment-là, quand il a senti qu'il était face à la finitude, il s'est ouvert à quelque chose de nouveau, quoi. Il est allé au plus profond de lui-même, et je pense et puis il y a eu un miracle de la médecine, et il a pu bénéficier d'une thérapie immunitaire. C'est tout ça en fait qui lui a permis d'être en rémission. Et du coup, donc toi, tu as vécu ces 13 mois évidemment à fond à ses côtés, avec tout cet amour et toute cette créativité qu'on entend. Et un besoin de donner du sens aussi à quelque chose qui était insensé a priori. Et à un moment, quand j'ai créé l'association, je suis allée voir un des pontes du marketing dans la mode, etc., qui m'a dit, mais en vrai, ton truc, tu fais exactement comme toutes les mères, qui ont un enfant malade, tu crées une association. J'étais hyper vexée, et en même temps, je pense que sur le fond, il n'a pas complètement tort. Je pense que quand on vit quelque chose d'aussi insensé, on a besoin de lui donner du sens. Parce que sinon, il n'y a pas de sens. Enfin, c'est trop douloureux, quoi. Et on a besoin de construire quelque chose de positif aussi pour surmonter ce truc terrible cette période terrible qu'on est en train de vivre. Même s'il m'a beaucoup agacé, ce monsieur, et qu'il a manqué de tact, il n'avait pas complètement tort. Et donc, ça m'a permis de réfléchir à comment faire évoluer cette association. Et en fait, j'imaginais un truc très grand qui finalement serait peut-être pas si grand, et c'est pas grave. Si on arrive à accompagner 10, 20, 30 personnes par an, ce sera déjà merveilleux. En fait, t'es allé plus loin dans ta démarche, puisque au-delà de l'association, tu as construit ton métier. Exactement. En fait, quand j'ai lancé le site internet, je me suis dit, maintenant je vais accompagner. Puis en fait, je me suis absolument pas sentie légitime. J'avais besoin d'un cadre professionnel. Donc j'ai suivi une formation de coaching. Là, pardon, le coaching dont tu parles, c'est vraiment le coaching classique tel qu'on l'entend. On n'est pas encore au métier de coach santé. T'es coach, ok. J'ai une formation de coach professionnel où j'ai suivi en parallèle de ça des modules de PNL appliqués à la santé, une formation d'hypnose. J'ai suivi une formation de constellation familiale parce que je crois beaucoup au lien entre le système et les souffrances du système dans lequel on évolue, et le stress et donc le déclenchement des maladies. Donc je me suis formée à tout ça. J'ai petit à petit en fait construit ce métier, en tout cas pour moi, d'accompagnant dans la santé, de coach santé, parce que je pense que la dimension humaine manque en fait quand on est malade. Ouais. Je fais souvent cette métaphore avec le médecin de famille. Il y a 100 ans, quand on était malade, on allait voir un médecin de famille qui était le médecin du village, qui connaissait tout l'écosystème du village, qui connaissait les secrets de famille. Donc, cette approche, en fait, de la globalité de la personne, c'est un peu ce qu'on va explorer avec la personne dans le cadre de l'accompagnement du coaching, en plus de l'inviter à accepter sa maladie, de la soutenir dans l'acceptation de ce qu'elle a, et donc dans la prise en main de son chemin de guérison, en soutien du traitement médical. Parce que, attention, le coach santé
arrive en soutien du traitement médical. C'est pas à la place d'eux. Oui, il n'y a pas du tout d'interférence avec les décisions purement médicales de traitement, etc. Jamais. Au contraire, à plusieurs reprises, j'ai des personnes qui m'ont dit, moi, je vais arrêter le traitement médical. J'ai dit, tu fais ce que tu veux, puisque ta vie t'appartient. Mais si tu arrêtes le traitement médical, déontologiquement, moi, j'arrêterai de t'accompagner. Parce qu'on vient pas à la place d'eux, on vient en plus. D'accord. Donc concrètement, comment se passe un accompagnement qui sont les personnes qui viennent te voir? À quel moment de leur maladie est-ce qu'elles arrivent et quelle réponse tu leur apportes? Alors, toutes les personnes viennent me voir. Il y a celles qui sont stressées, qui ont peur de tomber malade. Les personnes qui savent qu'il y a un déséquilibre dans leur vie, entre leur vie professionnelle, leur vie familiale, leur bien-être intérieur, et qui savent pas comment avancer, et qui commencent à avoir quelques symptômes, des douleurs, des pincements au cœur ou des choses comme ça, et qui veulent rétablir une forme d'équilibre dans leur vie. Mais c'est aussi des personnes qui sont atteintes de maladies, qui savent pas comment avancer, qui sont un peu perdus, qui ont peur et qui nous demandent de les aider en fait. D'abord à accueillir. Donc dans un premier temps, on va faire beaucoup de relaxation et on va beaucoup questionner la personne, de l'écouter. On va reformuler aussi les mots de la personne. Et mine de rien, cette partie-là, elle est fondamentale parce que c'est dans les mots, dans les émotions qui viennent avec les mots, qu'on va pouvoir assez vite permettre à la personne de cheminer sur ce qui ne va pas, que ce soit en lien avec la maladie ou pas. Et assez vite, elle va voir ce dont elle a besoin et ce qu'elle a envie de créer pour sa vie. 9 fois sur 10, elle sait. On va pouvoir, à travers la respiration, à travers l'hypnose, qui sont les outils que je pratique, à travers la PNL, à travers la systémie, je vais pouvoir l'inviter à cheminer et puis à réparer petit à petit ses blessures intérieures. Donc voilà, donc le temps d'accompagnement, il est en 3 phases. On se voit une fois par semaine dans les 4-5 premières semaines, le temps que la personne puisse exprimer, puisse pleurer, puisse accueillir quelque part sa maladie différemment. Et puis après, on va arriver dans un temps de cheminement avec cette maladie, avec sa vie, surtout, c'est pas la maladie, avec la vie. On a 2 possibilités, hein. Soit on attend d'être guéri pour vivre, mais bon, on passe un temps dans lequel on sera quand même malheureux et en stress. Soit on vit et on apprend à vivre avec la maladie. Alors, je suis bien d'accord que c'est pas facile, mais c'est possible. Et donc, on va rentrer dans un temps qui va durer plusieurs mois, où on va se voir peut-être un peu moins régulièrement, un peu moins fréquemment, où la personne va définir des intentions. Voilà, aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est accueillir mon corps qui a changé, la perte des cheveux, accueillir mon sein qui a été opéré. Ça va prendre du temps, mais justement, grâce aux outils qu'on va apporter, c'est la personne qui chemine, c'est la personne qui s'auto-guérit. Enfin, moi, je lui apporte en tant que coach santé, et tous les coachs santé, on lui apporte le cadre, la sécurité et les outils qui vont lui permettre de cheminer et d'accueillir ce corps qui change. Ou bien d'accueillir, je te donnais l'exemple tout à l'heure d'une personne que j'accompagne, et de plusieurs personnes que j'accompagne qui sont pétrifiées par l'image de l'hôpital, la peur de la maladie, la peur des examens qui ne s'améliorent pas. Et le cheminement qu'on fait avec ces personnes-là, c'est de les inviter à construire une relation humaine avec leur médecin. On va inviter la personne à cheminer, et j'ai un exemple assez récent d'une jeune fille que j'accompagne, et qui était en panique totale depuis plusieurs semaines à l'idée d'un rendez-vous avec le médecin, parce qu'elle avait l'intention de lui poser ces questions, de demander à son médecin, est-ce que vous pensez que je peux guérir? Et donc sur plusieurs séances, elle a pu visualiser sa relation avec son médecin dans un autre contexte que l'hôpital, et donc de formuler toutes ces questions. Et puis là, ça se passait très bien. Puis en fait, quand on arrivait dans l'hôpital, c'est la salle d'attente. Quand dans son cheminement, c'est la salle d'attente qui était un obstacle, ou puis le moment où elle ouvrait la porte. Et donc là, elle a pu aller chercher des ressources extérieures qui étaient en elle. Et à la fin d'un des exercices, elle disait, je défonce la porte et je lui dis tout ce que j'ai sur le cœur. Et, et c'était la veille de cet entretien. Et puis le lendemain, elle est ressortie super soulagée parce qu'elle a pu discuter avec son médecin, lui dire, moi j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de savoir que vous vous impliquez dans mon processus thérapeutique. Elle m'écrit dans le SMS, elle m'a dit, j'ai ressenti du lien. Et ça, mais
c'est un super cadeau qu'elle s'est fait, quoi. C'est pareil, on accompagne la personne dans le chemin après la rémission. On sait que la maladie, elle intervient en plusieurs temps. Il y a le temps du choc, il y a le temps du traitement, et il y a le temps de la rémission. Et le temps de la rémission, c'est une deuxième claque. Parce qu'on est renvoyé au paradis de la vie. Oui, on peut tout refaire comme avant, mais non, parce que on n'est plus pareil qu'avant. Passer l'euphorie de la première journée et des 2 premiers jours, c'est qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais moi, en tant qu'accompagnante, je crois que j'ai fait mon 2e baby blues pour mon fils, qui avait 20 ans à l'époque. J'ai mis 3 mois à m'en remettre. Et je me disais, mais c'est quoi le sens de ma vie maintenant, quoi? Même si je savais ce que je voulais faire, même si je savais où je voulais aller, aujourd'hui, je sais que le sens de ma vie, c'est accompagner les gens dans leur chemin vers eux-mêmes, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que tu trouves aujourd'hui à accompagner ces personnes malades en tant que coach santé? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, ce métier? Accompagner, ça m'a permis de me poser, de me calmer, de me centrer. Et plus j'accompagne, plus je me centre, plus je me pose, plus je me calme. Donc déjà, je me fais du bien rien que pour ça. Et ensuite, il n'y a pas plus belle gratification que de voir cheminer une personne. Je pense que je fais le plus beau métier du monde, en fait, d'aider. Il y a sage-femme et ça, comme beau métier du monde. De voir une personne qui se remet en route et qui se remet en vie, je trouve ça magnifique. On va conclure l'entretien avec quelques questions rituelles. Ma première question, j'aimerais savoir si tu te sens connectée à ta petite voix. Si ma petite voix, c'est mes émotions, c'est mon corps, j'ai envie de dire oui. Et de plus en plus. Est-ce qu'il y a un livre que tu souhaites nous conseiller qui t'a vraiment éclairé sur ton cheminement? Il y a deux livres qui ont changé ma vie. Le premier, c'est Aïe mes aïeux, d'Anne Ancelin, une femme extraordinaire et qui a analysé les liens et la psychogénéalogie. Et le second livre, je l'ai lu il y a 4 ans, et c'est Le Test de Stéphane Alix, qui a écrit ce livre suite au décès de son frère et avant le décès de son père, qu'il a proposé de faire ce test en mettant des objets dans son cercueil et de mener une enquête, d'aller voir plusieurs médiums pour voir si la médiumnité c'était du vrai ou du pipeau. Et en fait, quand j'ai lu ce livre, ça a complètement modifié mon rapport à la mort. Et du coup, je suis allée consulter une de ces médiums pour aller communiquer avec mon père. Et notamment quand mon fils était malade. Les mots qu'il m'a apportés à ce moment-là m'ont permis de continuer, en fait, à faire ce que je faisais pour Martin. Est-ce que tu as un rituel bien-être quotidien? Je suis pas sûre d'avoir un rituel. J'ai des choses que je fais régulièrement, notamment le centrage, que je vais faire une dizaine de fois dans la journée, qui va consister à poser les pieds au sol, à fermer les yeux, à me tenir bien droite, à respirer profondément, à me centrer. Et ma dernière question, Constance, tu la connais? Es-tu heureuse? Je vais bien, je vais mieux, je suis de plus en plus en paix, de plus en plus en lien avec la personne que je suis au fond de moi. Je suis aimée et j'aime des personnes qui me sont chères, donc j'ai beaucoup de chance. Et je peux dire que j'ai de la chance et que je suis heureuse. Eh ben, on va rester là-dessus, Constance. C'est très joli et porteur de beaucoup d'espoir. Voilà, on entend à travers ton discours combien les épreuves, la maladie peuvent finalement devenir des révélateurs. Merci à toi. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.